Salut camarades. Nous l'avons vu la dernière fois, avec les 2 à 3000 pélos grand max coincés à Jérusalem, la terre sainte franque risque de pas faire long feu. Au milieu d'un monde musulman certes désuni, mais enfin pour combien de temps on ne sait pas, et surtout, bien plus massif. Et puis les autres, la principauté d'Antioche, le comté d'Édesse ou le futur comté de Tripoli, qu'on va voir sous peu, très peu, eh bien, c'est un peu la même panade. Il leur faut donc des renforts, le plus possible, aussi bien pour défendre la frêle installation franque retranchée derrière les murs réconfortants de leur forteresse, que pour habiter et cultiver les terres tout autour. Et il leur en faut d'autant plus que le monde musulman d'alors est déjà conscient de tous ces problèmes-là. Par exemple, le Damascène al-Sulami dès 1105 évoque leur petit nombre, leur manque de ravitaillement et leur manque de matos. Nous allons donc aborder aujourd'hui l'histoire d'un phénomène peu connu qu'on appelle les croisades de renfort ou de secours ou de peuplement, qui ont été constituées pour défendre et peupler les États latins d'Orient, et qui ont à elles seules, en plus j'exagère un peu, qui ont en partie déterminé ce à quoi ces États allaient ressembler pour les 2 siècles à venir. Et vous vous doutez bien que si elles sont pas très connues et qu'on les a pas appelées directement la 2e croisade, c'est que ça pue. Vous imaginez bien qu'avec le barouf qu'avait fait Urbain II en 1095-1096 pour sa croisade, et vu l'enthousiasme que ça a suscité, les populations européennes étaient relativement au taquet pour savoir ce qu'il en était de cette folle chevauchée orientale. Et effectivement, quand la nouvelle de la délivrance de Jérusalem, à grands coups de Deus Vult, arrive pendant l'été 1099, eh bien, c'est l'euphorie. Et c'est que le début. Avec le retour progressif des croisés à la suite de Robert de Normandie, Robert de Flandre, Eustache de Boulogne et autres Gaston de Béarn, vaillants défenseurs du Saint-Sépulcre, la hype est à son comble, que ce soit d'entendre des récits merveilleux ou tout simplement d'assister au retour des enfants prodigues. C'est Tipo Portaillou qui est de retour! Sacré Vindiou, c'est notre Portaillou! Qui plus est, suite à leur promesse à Godefroy, Tancred et Raymond de leur envoyer du renfort, ou bien tout simplement pour se faire un petit peu mousser, ces croisés en rajoutent un maximum aussi bien sur les péripéties qu'ils ont vécues que sur la splendeur des contrées traversées. Ainsi donc, progressivement, le message passe. Les États latins d'Orient ont besoin de bras vaillants pour les défendre et de familles pour les peupler, et puisqu'à cœur vaillant rien d'impossible, tout, là-bas, est encore à faire et à conquérir pour qui n'a pas froid aux yeux. Et ce message passe d'autant mieux qu'il ne faut pas croire qu'Urbain II, qui malheureusement est donc mort avant d'avoir appris la prise de Jérusalem, n'est pas resté non plus sans rien foutre après Clermont. Il n'a cessé, dès lors, de motiver les gars à rester en Europe pour envoyer du renfort à ceux qui étaient déjà partis, du renfort en hommes, en navires, en vivres, en matos, ou même tout simplement en pognon. Ce qui n'empêchera pas certains de faire la sourde oreille. Il est donc logique qu'avec tout ce savant mélange, on voit dès l'automne suivant se préparer de nouvelles expéditions. La première, quittant Milan le 13 septembre 1100, est majoritairement composée de Lombards, avec à leur tête le plus important personnage du coin, l'archevêque de Milan Anselme de Buis, mais aussi les comtes Albert de Biandrate et Guibert de Parme, alors peut-être qu'on dit Biandrate, je ne sais pas, je ne suis pas italien, ou encore Hugues de Montebello. Mais si vous avez bonne mémoire, vous devriez vous rappeler qu'on a déjà croisé des Lombards, pendant les croisades populaires, et que ça s'est plutôt mal mis avec eux, puisque ces glands s'étaient associés aux croisés allemands contre les croisés français, poussant d'une certaine manière tout ce beau petit bordel à se faire désintégrer près de Nicée. Et sachant que là aussi, on est majoritairement sur du bouseux assez borné et peu discipliné, ça risque encore de mal se mettre. Ne serait-ce qu'avec Alexis. C'est avec ces engins-là que vous partez en expédition, alors ça va être huppé. Hein. Bon, bref. Par contre, on a un petit problème. Quoi donc? Disons que vous avez une certaine tendance à poquer du derche, si vous voyez ce que je veux dire. Pas bien, non? Qu'est-ce que vous voulez-vous insinuer, sire? Alors, je voudrais insinuer qu'en l'état, vous n'êtes pas présentable à un empereur romain. Pourquoi borné? Parce que les quelques Lombards survivants de la croisade de Pierre l'Ermite avaient ensuite rejoint, assez logiquement puisqu'ils étaient voisins en Europe, les contingents de Bohémond, qu'ils ont d'emblée considéré comme le plus prestigieux des chefs croisés. Et ce dévouement sans faille, qui frise l'extase du fanboy moyen devant un groupe de K-pop, ils l'ont transmis à leurs compatriotes restés au pays. Ce qui ne sera donc pas sans conséquence, on le verra. Bref, à côté de ça, le fait que cette expédition soit majoritairement constituée de laissés-pour-compte en tout genre, de non-combattants et d'une minorité de véritables chevaliers, va très vite poser problème, notamment lors de la traversée des territoires byzantins, ce qui évidemment va très vite saouler Alexis Ier. En effet, cette foule, aussi indisciplinée qu'elle est énorme, va être compliquée à ravitailler, et malgré la tentative byzantine de la séparer en 3 contingents solidement encadrés, elle va quand même effectivement foutre le sbeul dans la campagne en radiant tout ce qui bouge. Petit goût de déjà vu, non?
Mais bon, maintenant, Alexis, il a la technique. Je vais en trancher deux et la meute va se calmer. Il parvient ainsi tant bien que mal à les coller non loin de Constantinople en mars, avec dans l'idée de les envoyer de l'autre côté du Bosphore pour s'en débarrasser. Mais eux, ils veulent pas. Non, ils veulent attendre l'arrivée d'autres croisés dont ils ont appris le récent départ. Sans doute parce qu'ils se souviennent de la façon dont les premiers Lombards se sont fait fumer du temps de Pierre l'Ermite, parce qu'ils n'avaient justement pas attendu le renfort des barons. C'est bien, ils apprennent un petit peu de leurs erreurs. Le Basileus tente bien de leur couper les vivres pour les obliger à bouger leur miche, mais ça ne fait que les énerver encore plus. Du coup, ils se mettent à attaquer les murailles de la ville, notamment la porte de Girolymne, et réussissent non seulement à entrer dans la ville, ce qui implique du coup, je me rends compte que ce ne sont pas les croisés de 1204 ni les Ottomans en 1453 qui sont les premiers à entrer dans la ville, mais bien une bande de bouseux, un peu moins classe quand même. Bref, ils réussissent non seulement à entrer dans la ville, mais surtout dans la cour du palais des Blacaernes, où réside le Basileus. Il lui bute carrément d'ailleurs un lion apprivoisé qui traîne dans la cour. Enfin, si le bestiau est suffisamment con pour rester sur place, c'est vraiment qu'il est pas fut-fut. C'est le roi des animaux, du courageux comme quatre et de l'esprit. Alors ça, zéro, hein. Bon, heureusement, leurs chefs Anselme de Buy et Albert de Albert, alors présents au palais, réussissent à les calmer, tandis que Raymond de Saint-Gilles, qui rappelez-vous est arrivé à Constantinople pendant l'été 1100, on verra plus tard pourquoi, bien lui, il réussit à dissuader l'empereur, assez furax, de faire massacrer tous ses bouseux. Mieux, sauvant une fois de plus la situation, il convainc les Lombards de bouger fin avril vers un camp proche de Nicomédie pour attendre les autres croisés. Quoi? Ça vous étonne que je dise qu'il sauve encore la situation? Mais à bien des égards, il l'a fait bien plus souvent qu'on ne le croit. Ça aussi, on y reviendra. Bref, en attendant, qui sont ces autres croisés? Eh bien, vous en connaissez au moins un, qu'on a vu ensemble et sur lequel j'ai aidé Ben à faire une vidéo. Ce cher Étienne de Blois, dont on a souvent dit qu'il avait fui à Antioche, même si Jean Flory, je le soulignais à l'époque, soutient le contraire en envisageant qu'Étienne avait fait ce qu'il pouvait pour aider ses potes. Donc bon, même si c'est pas forcément une baltringue, l'histoire a malheureusement plutôt retenu cette vision-là de lui. Et tout ça parce que, soi-disant, j'ai pas pris part au combat. Vous avez pris part au combat? Non, parce que j'ai été pas mal malade. Bref, Étienne, rentré chez lui, y a retrouvé sa femme Adèle. Alors on est très très loin de la scène du vaillant croisé qui revient à cheval couvert de poussière tandis que la princesse l'attend là-haut du haut de la tour. Non, elle veut pas le savoir. Qu'il ait fui ou qu'il soit allé chercher des renforts, il a pas fini sa croisade. Et il y retourne. Bon, de toute façon, vu que c'est elle qui dirige le comté, il sert pas à grand chose sur place. Le voilà donc reparti dès le printemps 1101 sur la route de Jérusalem, ce qui est pas tout près. D'autant plus qu'il est probable qu'Urbain II et son successeur Pascal II aient prévu des excommunications pour ceux qui n'allaient pas au bout de leur vœu de pèlerinage. En chemin, notre penaud Étienne croise d'autres croisés français, menés par Étienne de Bourgogne, dont le grand frère Renaud était déjà mort au service de la croisade d'ailleurs. Il y a aussi l'évêque de Soissons, Hugues de Pierrefonds, et Eudes de Bourgogne. Non, ça n'a rien à voir avec Étienne de Bourgogne. Eudes, il est duc de Bourgogne. Étienne, il est comte de Bourgogne. Hein? C'est toujours pas clair. Il y a la comte de Bourgogne, c'est la France. Ah, mais saloperie de Bourgogne, c'est pareil aussi. Ça, c'est la faute aux autres glandus, en plus. Mais c'est qui les autres glandus? Pour le coup, là, c'est les Burgondes. Il paraît qu'ils sont très très glandus. Précisément. Bref, tous ensemble, ils croisent un petit contingent allemand mené par le connétable de l'empereur Henri IV, qui s'appelle Conrad, avec lequel ils traversent l'Italie puis l'Adriatique, avant d'arriver à Constantinople en mai 1101, où tous sont ravis de l'accueil d'Alexis et de rencontrer, ou retrouver pour ce qui est d'Étienne, le vieux briscard de la croisade qu'est Raymond. Sans grande surprise d'ailleurs, c'est lui qui est désigné pour servir de guide, plus que de chef, à cette nouvelle expédition, sans doute sur une idée d'Alexis, qui sait pouvoir compter sur Raymond pour soutenir leurs intérêts communs. Et tous acceptent sans aucun problème, Lombards compris. Encore une preuve de la bonne réputation de Raymond à l'époque. Et oui, je tease, hein. Bref, les voici donc partant fin mai, français, allemands et lombards, accompagnés par 500 Petchénègues envoyés par Alexis et menés par le général Tsitas, tout ce bel équipage étant estimé par Albert d'Aix à un total de 200 000 personnes. Ce qu'on peut largement diviser par 3 ou 4. Mais bon, comme tous les chroniqueurs médiévaux, il faut toujours qu'il en rajoute un petit peu, Albert. Ne fais pas un peu trop, là. Quittant les alentours de Nicomédie en direction de Dorilé, il pourrait ainsi rouvrir la route à travers l'Asie mineure, en direction de la Syrie, route empruntée par la première croisade.
Et ça arrangerait d'ailleurs aussi bien les nouveaux croisés qu'Alexis lui-même, qui pourrait ainsi communiquer plus facilement avec le sud de l'Anatolie, les Arméniens qui prennent leurs aises par rapport à son pouvoir, et Antioche, où les Normands de Bohémond lui font toujours la nique. D'ailleurs, aparté, René Grousset et d'autres ont pensé qu'Alexis envisageait, via le jaloux Raymond, de récupérer purement et simplement Antioche grâce à cette providentielle armée de croisés. Mais c'est complètement débile. Alexis n'était pas suffisamment stupide pour imaginer convaincre les Lombards, soutien absolu de Bohémond, de piquer la ville de celui-ci pour la rendre à l'Empire. Il faut être complètement con pour ne pas s'en apercevoir. Bref, Étienne et Raymond, les deux vétérans, suggèrent ainsi d'employer cette route via Dorilé puis Cogna. Mais on leur dit merde. Pourquoi ? Eh bien, précisément parce que les Lombards adulent Bohémond. Or, vous vous rappelez qu'en août 1099, ce même Bohémond s'est fait enfermer par l'émir d'Anishmendid Malik Gazi Gumuştekin à Niksar, au nord-est de l'Anatolie ? Eh ben voilà. Plutôt que d'aller tout droit vers la Syrie, évitant ainsi de trop s'attarder en plein été anatolien qui, je le rappelle, a bien failli avoir raison de la première croisade, ces abrutis hystériques veulent à tout prix faire un détour de plus de 1000 bornes en terrain inconnu, aride et hostile, pour aller délivrer leur héros, ou en cas d'échec pour au moins le venger en pillant les capitales d'Anishmendid, Siwas et Amasya. Vous le sentez le plan merdique ou c'est que moi ? Pour vous dire, certains pensent même que les gars se sentaient tellement invincibles qu'ils envisageaient, une fois Bohémond libéré, de marcher jusqu'au nord de l'Irak, puis ensuite descendre et piller Bagdad. Ben voyons. Bon après, il faut rappeler que les gars n'ont pas non plus de grandes notions de géographie. C'est vrai. Moi, c'est ma spécialité. Mais c'est quoi ça? C'est l'île de Bretagne. J'ai fait tout le tour 2 fois pour être sûr. Bref, Raymond et Étienne essayent bien d'insister, l'expérience aidant sur le fait que c'est pas une bonne idée de s'attarder par un cagnard pareil avec les Turcs au cul, mais on ne les écoute pas. On estime Étienne trop lâche pour avoir quoi que ce soit à dire, et Raymond trop jaloux de Bohémond pour pouvoir être objectif. Ce qui se discute, on le verra. Ainsi, Anselme de Buis et Albert de Biandrate, les deux Lombards appuyant la décision générale, il est choisi de partir vers l'est, au-delà de la rivière Sakarya et à travers le massif de l'Aladag, en direction d'Ankara. Ils prendront d'ailleurs sans problème celle-ci, puisqu'elle est mal défendue, le 23 juin, avant de la remettre en toute bonne foi à Alexis. Jusque-là, tout va bien. Après ça, ils prennent vers le nord-est, en direction de Gangra, l'actuelle Tchankere, en Paphlagonie méridionale, pour ensuite reprendre la voie principale en direction d'Amasya et de Niksar, possession d'Anishmendid. Malheureusement, au nord-est d'Ankara, le pays est pas franchement accueillant, même selon les critères anatoliens, qui sont pourtant déjà solides côté inhospitalité. Alors du coup, pour des critères, italo-bourguignons, ça risque de surprendre un peu. Et tout le sable, là, vous le trouvez où? C'était là avant, Obélix. Ah. En plus, le souci, c'est que certes le sultan de Roum Kilich Arslan recule devant eux, mais en ravageant tellement le pays qu'ils n'ont définitivement rien à boire ou à bouffer. Pire encore, il prévient Malik Gazi Gumuştekin, qui oublie aussitôt ses querelles avec Kilich, s'allie à lui, et demande même de l'aide à Ridwan d'Alep. Ça sent vraiment pas bon, surtout quand on se souvient que la première croisade avait réussi à passer précisément parce que les gars avaient globalement du mal à se mettre d'accord, à part 2-3 alliances ponctuelles. Arrivé début juillet, ils tentent de s'emparer de Gangra, mais la forteresse est imprenable, la garnison conséquente, et eux-mêmes commencent à être un petit peu short en termes de bouffe et de flotte, malgré le pillage des régions environnantes. Et ça, c'est normal, ça leur tape un petit peu sur le système. Je meurs de faim. Je n'ai rien avalé à part du pain moisi depuis 3 jours. Cela dit, ça leur permet au moins de devenir un petit peu plus raisonnables. Lorsque Raymond leur propose, pressentant le désastre, de se diriger vers la citadelle de Kastamone, l'actuelle Kastamonu, au nord, pour ensuite rallier une ville byzantine sur la côte, comme Amastris ou Sinope, eh bien, pour une fois, ils l'écoutent. Enfin, en même temps, c'est normal, ils l'ont choisi comme guide. C'est-à-dire que s'ils l'écoutent pas, il sert à quoi ? Enfin bon, vous verrez qu'ils vont pas forcément toujours l'écouter. Runciman suppose d'ailleurs que Raymond cherchait ainsi à reprendre Kastamone, ville natale des Comnènes, afin de contenter un minimum Alexis, qui du reste ne manquerait pas de lui taper sur les doigts, en apprenant que la croisade n'avait pas suivi la route de la Syrie. Mais ça n'est valable que si Alexis cherchait vraiment à remettre la main sur cette route. Chose fort probable, mais dont certains doutent. Même si moi pas, ça m'étonnerait qu'il en ait rien à péter. Bref, malgré cette bonne idée qui devrait les sortir du guépier anatolien, le chemin jusqu'à Kastamone est d'autant plus éprouvant qu'en plus du cagnard, les Turcs de Kilich les suivent par des sentiers parallèles
pour mieux les harceler, frappant alternativement l'avant et l'arrière de la colonne. Ce qui agace pas mal les croisés, qui sont plus habitués aux chocs frontaux avec leur cavalerie lourde, qu'à cet incessant jeu du chat et de la souris, qui, à l'inverse, plaît beaucoup aux Turcs. À l'avant, par exemple, 700 chevaliers lombards tombent dans une embuscade quelques jours après le départ de Gangra, et se débinent aussitôt, cédant totalement à la panique et laissant l'infanterie se faire massacrer, jusqu'à ce que le lâche Étienne de Blois parvienne à les rallier héroïquement dans une contre-attaque pour repousser l'ennemi. Heureusement qu'on a les baltringues, n'empêche. Tandis qu'à l'arrière, comme à son habitude, on retrouve Raymond. Non mais rigolez pas dans le fond, ça veut pas dire qu'il a peur, au contraire. Cette position est en effet la plus dure à tenir, parce qu'il faut défendre tous les traînards, assurer les arrières de la colonne entière, et potentiellement se retrouver isolé du reste du groupe. Exactement comme un chef de meute chez les loups, qui va toujours marcher derrière tous les autres loups. Bah oui, réfléchissez un minimum, s'il était vraiment lâche, Raymond, il serait au milieu. Première chose, vous vous arrangez toujours pour être vers l'arrière de la troupe, pour éviter les attaques par devant. Mais pas trop non plus, pour éviter qu'on vous fonce dans le cul. Malgré toutes ces précautions, le harcèlement turc est tel qu'ils sont finalement obligés d'avancer groupés dans une formation compacte afin d'éviter les pertes. L'inconvénient de ça, c'est que du coup, ils ne disposent ainsi plus d'équipe de ravitaillement ni d'éclaireurs. Vous savez, ces trucs qui sont rarement superflus quand on est en campagne en plein territoire ennemi. Arrivés près de la citadelle de Castamone, les chefs semblent tous prendre conscience de la nécessité d'une course rapide jusqu'à la côte. Mais comme par le passé, la troupe lombarde s'y oppose. Et ils veulent à tout prix repartir vers l'est, vers Bohémond, accusant sans aucun doute Raymond des difficultés rencontrées jusqu'ici, ou imaginant que, je sais pas, le voyage serait moins pénible en territoire d'Anishmendid qu'en territoire seldjoukide. Alors effectivement, la géographie c'était pas ça, mais alors la géopolitique c'est encore moins ça. Forcée de la sorte par l'entêtement lombard, toute la troupe se retrouve à traverser le fleuve Alice, l'actuel Kızılırmak, entrant ainsi en territoire d'Anishmendid. Ce qu'ils fêtent d'ailleurs en cramant le premier village qui passe. Qui est chrétien, manque de bol. En même temps, les gars, ils sont pas encore habitués, ils font pas bien la différence entre les chrétiens d'Orient, les musulmans, les juifs. Eux, on leur a dit que les Sarrasins, ils étaient barbus. Donc dans le doute, tout ce qui est barbu... Un barbu, c'est un barbu, trois barbus, c'est des barbouzes. Ils arrivent ensuite près de la ville de Mertséphone, à mi-chemin entre le fleuve et Amasya. Là, le connétable Conrad tombe alors dans une énorme première grosse embuscade, où il perd plusieurs centaines de chevaliers allemands. Ce qui fait comprendre à Raymond que l'ennemi se regroupe peut-être pour une bataille décisive. Aussi dispose-t-il ses troupes, vers le 5 août à peu près, dans cette éventualité. Et il a raison. En face, en effet, les Turcs de Kilich, de Malik Gazi Gümüştekin et de Ridwan leur tombent dessus et utilisent la technique turque habituelle, à savoir voler de flèches au loin, puis fausse fuite et contre-attaque fulgurante, refusant systématiquement aux lourds chevaliers francs bardés de fer un corps à corps qui leur serait indéniablement favorable. Face à ça, les Lombards, ça n'étonnera personne évidemment, sont les premiers à paniquer et à se carapater. Le comte Albert de Biondrat Albert, en tête, suivi bientôt assez logiquement des Petchénèques du général Zitas qui entourent Raymond. Je dis logiquement parce que ce sont des mercenaires les gars, faut pas non plus s'attendre à un dévouement sans faille. Raymond, dépourvu d'autres troupes, à part une mince garde provençale, ces troupes étant restées à Laodicée en Syrie, il se réfugie donc presque seul en haut d'une colline où il tient vaillamment jusqu'à ce qu'Étienne de Blois et un autre, alors on sait pas bien si c'est Étienne de Bourgogne, Eudes de Bourgogne ou Conrad, bref, jusqu'à ce que Deloulou vienne à sa rescousse. Pendant ce temps, privés des Lombards, Français et Allemands tiennent bon, et ce jusqu'au soir. Mais malheureusement à ce moment-là, Raymond, épuisé, décide alors de déclarer forfait. Et il s'enfuit dans la nuit avec ce qui lui reste de garde provençale et d'escorte byzantine jusqu'au port de Paourake, l'actuel Bafra, à l'embouchure du Alice, d'où il prendra un navire pour Constantinople. Cette fuite, évidemment, sera très dommageable à sa réputation, aussi bien auprès des Francs que d'Alexis. Je vous colle entre les pattes de mon maître d'armes. Pourquoi faire ? Pour faire en sorte de ne pas avoir systématiquement honte de vous à chaque fois que vous vous comportez comme une pintade. Apprenant cette débandade, les autres barons fuient à leur tour, repassant le Alice à la pointe de l'épée, en laissant derrière eux troupes, pèlerins et campements dans le bordel le plus complet, avant de longer progressivement la côte jusqu'à Constantinople, où ils retrouveront Raymond à l'automne vers fin septembre.
Du moins est-ce la version de la plupart des chroniqueurs, peu favorables à Raymond dès les premiers écrits sur la croisade en raison de ses amitiés byzantines, ces chroniqueurs étant pour la plupart influencés par la propagande normande mise en place par Bohémond contre l'empereur un peu plus tard. On en reparlera. En revanche, Anne Comnène, elle, dans l'Alexiade, explique que les barons, voyant la bataille perdue, se tournent tous vers Raymond et Zitas pour qu'il les sauve en les guidant le plus rapidement possible à la ville byzantine la plus proche, avant donc de fuir tous ensemble, pas Raymond en premier, ce qui n'est pas exactement la même chose. Après, bon, dans le doute, on peut faire un petit mix des deux, on va dire qu'ils lui ont demandé son avis en tant que guide, et bah lui, il avait les miquettes. Bon, non, moi je pense qu'il vaut mieux qu'on rentre, hein. Bref, en tout cas, c'est un désastre. Seuls les chevaliers montés peuvent s'échapper, les piétons étant massacrés ou réduits en esclavage, notamment les Lombards, à qui on doit cette sinistre hécatombe et qui sont anéantis, à l'exception de quelques chefs. Albert d'Aix, toujours dans ses hyperboles, va jusqu'à 160 000 morts, Guillaume de Tyr jusqu'à 50 000, ce qui paraît déjà moins improbable, mais qui est déjà énorme. Mais puisque le croisé est, vous le savez désormais, de mauvaise foi, eh bien il va falloir trouver un bouc émissaire. Alors évidemment, ça tombe sur Alexis et son copain Raymond, puisqu'on accuse Alexis d'avoir poussé Raymond à essayer d'entraîner les croisés dans un piège. Voire même, on dit qu'Alexis a cherché à les utiliser pour reconquérir le nord-est anatolien. Ce qui est complètement con, parce que s'il avait voulu reconquérir le nord-est anatolien, il leur aurait pas filé 500 pélos, il leur aurait filé une armée. C'est logique. En vérité, Alexis est surtout furieux, dans un premier temps, contre Raymond et ses collègues qui n'ont pas réussi à rouvrir la route vers la Syrie. De plus, argument allant dans le sens de son innocence, jamais Alexis n'aurait voulu d'une guerre contre les Danishmendides. Tout simplement parce que l'empereur était en pleine tractation avec eux à ce moment-là, pour payer la rançon de Bohémond, histoire de choper le traître italo-normand par les boules et de régler le problème d'Antioche. Oh, pitié, noble César, pitié, hein, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai été plus moi-même, j'ai perdu la tête. Je crois pas si bien dire. Résultat donc de cette première croisade de renfort, elle a fini massacrée, les rapports latino-byzantins continuent à se détériorer, et les Turcs, habitués depuis Dorilé à se faire poutrer par les croisés, commencent à relever fièrement la tête et à retrouver confiance en eux, Kiliç Arslan notamment, s'installant à Konya, tandis que Gumush Tekin retourne à sa conquête de la vallée de l'Euphrate, frôlant de plus en plus Édesse et tabassant de l'Arménien à tour de bras. Et courage, hein, il en reste plein encore des croisés. Ça peut pas être pire, hein. Bon. Parti avant Étienne de Blois, en février 1101, le comte Guillaume II de Nevers, avec 15 000 hommes, descend l'Italie et traverse l'Adriatique puis les Balkans, cette fois-ci dans une discipline irréprochable qui ne peut que réjouir Alexis, qui l'accueille d'ailleurs extrêmement bien à Constantinople, sans doute entre fin mai et mi-juin. En vérité, sachant qu'il est parti avant Étienne de Blois, ça m'étonne un peu qu'il arrive après, il s'est pas arrêté en route pour cueillir des pâquerettes le gars. D'autant plus d'ailleurs qu'il nous est dit qu'il arrive peu après le départ des Lombards pour Nicomédie, soit vers fin avril. Il doit donc arriver juste après Étienne de Blois, puisqu'on nous dit aussi qu'il cherche à rejoindre les troupes d'Étienne de Blois et donc celles de Bourgogne, qui sont voisins en France, avec qui il veut voyager. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'en fait de Bourgogne il veut pas voyager avec. Bonjour voisin, tire-toi, au revoir voisin. Ainsi, s'arrêtant peu à Constantinople, il talonne ses prédécesseurs, apprenant à Nicomédie leur prise d'Ankara datant du 23 juin. Il débarque lui-même fin juillet et perd leurs traces, personne ne pouvant lui dire ni ce qu'ils sont devenus, ni par où ils sont partis. Il prend donc en toute logique la route de la première croisade, vers Konya, toujours dans un ordre impeccable, malgré le peu de ravitaillement possible, notamment après le passage de la première croisade, qui a laissé le pays complètement exsangue. Oui, c'était il y a 4 ans, mais je sais pas, ça repousse peut-être pas vite, hein. Konya étant bien tenu par une solide garnison, Guillaume intelligemment ne s'attarde pas et préfère continuer son chemin. Malheureusement, Gumush Tekin et Kiliç, forts de leur récent succès sur Raymond et ses petits potes, apprennent son arrivée et descendent donc rapidement vers le sud, sans doute via Mazaka, l'actuel Kayseri, et Nigde, pour aller lui couper la route à Héraclée, l'actuel Eregli, histoire de lui passer un petit bonjour aussi. Hein? Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir? Mais pas du tout. Je suis prêt à vous dire au revoir un par un. Et c'est un peu pour voir. La discipline des Nivernais, si impressionnante soit-elle, ne les sauve pas, et la faim, la soif et la chaleur les ayant accablés depuis de longues semaines, ils sont épuisés, tant et si bien que les Turcs, bien supérieurs en nombre, les encerclent et les massacrent sans grande surprise.
le tout vers fin août, alors même qu'ils étaient quasiment arrivés en Cilicie. Seul le comte et quelques-uns de ses chevaliers réussissent à briser l'encerclement pour parvenir quelques jours plus tard à Germanicopolis, l'actuelle Ermenek, une forteresse byzantine au nord-ouest de Séleucie d'Iserie, l'actuelle Silifke. Oui, je vais dire l'ancien et le nouveau nom à chaque fois. Vous allez faire quoi? C'est carré chez vous. Hein. Sur place, le gouverneur leur offre une escorte petchénèque pour les conduire à Antioche, qu'ils atteignent quelques semaines plus tard, à moitié à poil et désarmés, racontant, sans qu'on en sache plus, que les mercenaires petchénègues les ont détroussés et abandonnés dans le désert. Décidément, les mercenaires, c'est fiable. Bon, si on regarde les scores, ça nous fait un petit Turc 2, croisé 0. C'est pas ouf. Et d'ailleurs, si on réfléchit bien, la deuxième croisade de secours, donc les Nivernais, bien inférieurs en nombre, ne se serait sans doute pas fait ratiboiser la gueule si la première, au lieu d'aller s'égayer au nord-est, avait bien suivi la route prévue, que les Nivernais sans nouvelles ont eux suivi en toute logique. Merci donc aux Lombards pour ce double massacre. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Une petite dernière, enfin une grosse dernière. Tandis que le vaillant Guillaume de Nevers franchissait le Bosphore, ou en tout cas dans ces eaux-là, non, sans mauvais jeu de mots, hein, je parle de façon temporelle. Bref, arrivait près de Constantinople une troisième armée bavaro-aquitaine d'environ 60 000 pèlerins en tout, menée par de hauts personnages. Et je pense que ça tombe bien d'ailleurs que ce soit la dernière, parce que entre les convois de la première croisade, donc celui de Pierre l'Ermite, celui de Godefroy, celui du duc de Vermandois, celui de Bohémond, celui de Raymond, celui des deux Robert et d'Étienne, plus ces trois-là, je pense qu'Alexis commence à en avoir un petit peu marre. Qu'est-ce qu'ils veulent, les touristes, là? Mon portrait? C'est interdit, hein, de stagner dans le couloir de la chambre du roi. On pourrait vous soupçonner de conspiration, vous mettre de la ferraille dans le bide. Ah, avouez que ça serait dommage. Alors t'es carré! Les Aquitains, partis en mars, sont guidés par le duc Guillaume IX d'Aquitaine, célèbre troubadour à la fois neveu par alliance de Raymond, on y reviendra, et grand-père de la future Aliénor. Il est rejoint en route par l'archevêque de Lyon, Hugues de Die, et par notre vieil ami Hugues de Vermandois, probablement lui aussi menacé d'excommunication comme on l'évoquait, parce qu'il n'a pas fini son pèlerinage. Même si c'est un petit peu dégueulasse, parce que lui, il a juste porté un message à Alexis de la part des autres chefs croisés. Il n'a pas vraiment déserté, hein. Ok, il n'est pas revenu après, mais enfin, il n'allait pas traverser l'Anatolie tout seul. Ok, il pouvait venir par bateau. Enfin, quand même, c'est pas pareil. Bref, cette bande de joyeux lurons est rejointe en route par la puissante armée du duc de Bavière, Welf IV. Célèbre et redoutable guerrier qui cherche à finir ses jours au service de la croix. Il est accompagné par l'archevêque Thiémo de Salzbourg, et surtout par la margrave douairière Ida d'Autriche, qui n'est pas là comme habituel pot de fleurs féminin ou comme épouse de chef, hein. Non, là, elle est là comme chef, dirigeant sa propre armée. Des os, pas des os, les gars. Il y en a peut-être que ça surprend, mais c'est comme ça. Attendez, là, le problème c'est que je suis une fille, c'est ça? Disons que ça joue un peu, oui. C'est pas juste ça, hein. Et j'ai jamais porté de rose, hein. Et j'aime pas les fleurs, je me lave pas, et je pisse dans mon armure comme vous. Ouais, mais non, y a pas que ça. Ensemble, ils descendent le Danube avant de traverser les Balkans. Sauf que contrairement aux Nivernais, ils foutent un tel boxon aux environs d'Andrinople qu'Alexis leur envoie l'armée vers la fin mai 1101. Et il faudra toute la diplomatie des deux ducs pour calmer leurs troupes avant que ça parte en bataille rangée. Cette diplomatie leur vaudra d'ailleurs d'être bien reçue à leur tour par Alexis, vers fin mai, début juin, eux aussi. Cela dit, méfiant, Alexis leur fait vite traverser le Bosphore pour être tranquille, tout en envoyant une bonne partie de la foule des non-combattants directement en Palestine par bateau, dont le futur chroniqueur Ekehard Dora, Ekehard Daura, Ekehard, un allemand, voilà. Je vous avais dit, hein, moi je parle pas allemand. Et ne me dites pas comment ça se prononce, je m'en fous, je ne veux pas parler allemand. Pour la suite des opérations, ils auraient pu accélérer le pas pour rattraper le comte de Nevers, à moins que celui-ci ne soit encore à Constantinople à ce moment-là, hein, ce qui est possible vu les dates, et ainsi voyager plus nombreux, ce qui aurait pu éviter d'ailleurs aux Nivernais de se faire fumer. Bah oui, rester groupé dans ces cas-là, c'est pas forcément une mauvaise idée, les gars. Je vous propose un truc, on se sépare. Ah bah mince, justement, j'allais proposer un autre truc, moi. Quoi donc? Bah qu'on se sépare pas. Mais puisque Guillaume de Nevers veut rejoindre le duc de Bourgogne, et donc le convoi de Raymond de Saint-Gilles et du connétable Conrad, Runciman suppose que les ducs Guillaume d'Aquitaine et Welf de Bavière préfèrent éviter de rattraper le Nivernais. Pourquoi? Eh bien, pour ce qui est de Guillaume IX, non seulement l'Aquitaine et Toulouse se foutent parfois sur la gueule, mais c'est pas tout. On l'a dit, c'est le neveu par alliance de Raymond, et à ce titre, il ne peut pas le blairer. Non pas que Raymond soit une sorte de tonton raciste au repas de famille qui se vante d'avoir fait des guerres en Espagne, même si c'est le cas et que l'image est très marrante à mettre en parallèle,
c'est un petit peu plus compliqué que ça. En effet, Raymond n'est comte de Toulouse que parce qu'il a hérité de la totalité du titre de son frère aîné, Guillaume IV de Toulouse, père donc de Philippa, l'épouse de Guillaume IX d'Aquitaine, qui a donc un petit peu le sentiment de s'être fait enfler du comté de Toulouse, puisque celle-ci aurait très bien pu en hériter. Ou alors c'est elle qui a le sentiment de s'être fait enfler et lui qui a rien glandé. Vous savez ce que c'est, les ducs d'Aquitaine. Ouais. Un petit commentaire, quelque chose? Un commentaire... Si vous le sentez, hein. Je viens de me faire quicher la tête, il me semble que vous étiez là. Ça vous inspire là ou y a rien qui vient? Du moins, c'est ce que certains supposent, la succession de Ponce, le père de Raymond et Guillaume, et de Pierre aussi. Pierre Ponce. Allez, on oublie. Étant donc, sa succession n'étant pas forcément très claire quant aux clauses d'héritage entre les deux frères. Bon, il y en avait un troisième, Hugues, mais on a peut-être qu'il est mort avant les autres, enfin, on s'en fout, bref. Quant à Welf IV de Bavière, fervent soutien de Grégoire VII et donc fervent opposant de l'empereur Henri IV, Runciman suppose assez logiquement que l'idée de chevaucher aux côtés du connétable de celui-ci ne l'enchantait guère. Ce qui est certain, c'est que cette dernière armée bavaro-aquitaine, laissant les Nivernais partir à l'abattoir, en même temps c'est normal quand on est charolais, eh bien, cette dernière armée bavaro-aquitaine, elle préfère de fait poireauter 5 semaines sur le Bosphore, avant de bouger vers Dorilé puis Konya, encore une fois, la route prise par la première croisade. Sauf que, les Nivernais ayant pris l'exacte même route quelques semaines avant, et sachant qu'eux-mêmes galéraient déjà, je vous raconte pas la dèche côté ravitaillement. Ensuite, peu avant Konya, ils passent par Philomélion, l'actuelle Akshir, complètement déserte, où ils pillent ce qu'ils peuvent sans pour autant trouver grand-chose. Ils avancent encore, crevant toujours la dalle, et comme à l'habitude des croisés, à votre avis, tout ça, c'est la faute à qui? À la première croisade? Non. Aux Nivernais? Non plus. Aux Turcs? Mais pourquoi faire? Non. À Alexis? Il leur fallait un bouc émissaire, le bouc c'est moi, je suis un bouc. Bref, rebelote, à Konya, pas comme dans Camelot, hein, à Konya, la ville est déserte, bref. Devant cette armée beaucoup plus grande que celle des Nivernais, la garnison turque s'est en effet enfuie en prenant bien soin elle aussi de prendre tout ce qui se bouffe, jusqu'aux fruits des vergers. Et c'est d'ailleurs pendant que nos franco-allemands affamés partent à la cueillette comme ils peuvent que les Turcs massacrent les Nivernais un peu plus loin à Héraclée. Évidemment, vous voyez venir la suite, ça devient répétitif. Affamés, assoiffés, épuisés, les troupes bavaro-aquitaines avancent ensuite vers Héraclée, sans cesse harcelées par des Turcs de plus en plus remontés qui massacrent les traînards pour s'échauffer. La Cilicie est proche, mais y parviendront-ils sains et saufs? Ainsi, vers le 5 septembre, ils arrivent dans Héraclée, déserte elle aussi. Sauf que, derrière elle, ils aperçoivent l'une des rares rivières pérennes d'Anatolie, l'Ivrise. Et vu qu'ils n'ont pas bu un coup de flotte correct depuis des plombes, nos braves et virils croisés s'y précipitent tous dans un bordel complet. Sauf que les Turcs, pas fous, les attendent sur l'autre rive, planqués derrière des rochers ou des buissons ou des collines, et ils ont au fait de les encercler. Les croisés paniqués se gênent mutuellement, les piétons incapables de monter à cheval ou de passer sous les chevaux, et les cavaliers incapables d'avancer à cause du bordel des piétons. Donc oui, sans grande surprise, ils se font tous massacrer eux aussi. Bon, comme d'habitude toutefois, quelques chefs survivent, évidemment. Guillaume IX notamment, et son écuyer, s'échappent dans la montagne, puis atteignent après plusieurs jours d'errance dans l'école, la ville de Tars, en Cilicie, à environ 150 km à peine. Hugues de Vermandois y a été transporté également par quelques-uns de ses hommes, et il va y agoniser, grièvement blessé, avant de mourir le 18 octobre et d'être enterré dans la cathédrale Saint-Paul, où il repose sans doute encore. C'est vrai que c'est pas de bol quand on sait que le gars avait réussi à survivre à un naufrage dans l'Adriatique pendant la première croisade, à Nicée, à Dorilé, à Antioche. Alors lui, ça valait vraiment pas le coup qu'il revienne, hein. Engagez-vous, qui disait. Côté germanique, Welf s'en sort avec 2-3 écuyers en abandonnant son armure avant d'arriver à Antioche après plusieurs semaines d'errance. L'archevêque Thiémo, lui, se fait probablement sortir les tripes, littéralement, accédant ainsi au martyr d'ailleurs, et si c'est pas à ce moment-là, ce sera plus tard face aux Fatimides, enfin bon, dans tous les cas, il va se faire étriper, et la margrave douairière Ida d'Autriche, elle disparaît. Alors évidemment, vu que c'est une femme, on a brodé autour d'elle, imaginant entre autres qu'elle a fini dans un harem au fin fond de l'Orient, où elle aurait donné naissance à Zengi, le vainqueur d'Édesse, et père de Noureddin, futur cauchemar des États latins d'Orient, latin lui-même, mais oriental dans le cœur et dans l'esprit. Ah,
Merde, je veux dire, est-ce qu'on a dit que Frédéric Barberousse, il était pas mort dans sa rivière, mais qu'il avait fini castré et qu'il eunuque à la cour du calife de Bagdad? Non, et bah voilà, c'est pareil. En vérité, il y a moyen qu'Ida se soit juste cassé la gueule, comme tout le monde, et qu'elle ait fini broyée dans la cohue, comme tout le monde. Non, c'est pas mieux que le harem, mais enfin, c'est moins cucu. Ainsi, tandis que Guillaume d'Aquitaine, Welf de Bavière et Guillaume de Nevers se retrouvent à l'automne 1101 à Antioche, bien accueillis par Tancrède, qui régit en l'absence de Bohémond, on y reviendra, les chefs de la première expédition, donc Étienne de Blois, Étienne de Bourgogne, Eudes de Bourgogne s'il n'est pas mort pendant l'expédition, il y a un doute à ce sujet, Albert de Albert et Conrad se retrouvent à Constantinople, autour de Raymond, et surtout autour d'Alexis, qu'il a assez mauvaise de voir que personne ne l'a écouté quant à la réouverture de la route de la Syrie. Non, en fait, on a préféré se déplacer parce qu'on avait peur que vous soyez resté sur une mauvaise impression. Ah mais non, mais attention, moi je suis très content de voir l'équipe des renégats au complet. Renégats... Préférez trou du cul? Oh, bah non, du coup, renégats. Néanmoins, le Basileus, malgré l'amertume causée par leur échec, leur confiera tout de même entre novembre 1101 et janvier 1102 des navires pour qu'ils puissent rallier la Syrie, Raymond notamment voulant retrouver sa femme, son nouveau-né, et ses troupes à l'attaquer. Petit coup de barre quand même là, Raymond, après cette croisade, ça lui a pas fait du bien. Alors, en même temps, je rappelle qu'il a 60 berges à ce moment-là, ce qui pour l'époque est pas mal du tout. Ils arriveront tous à Saint-Siméon, bien accueillis par Tancrède, sauf le navire de Raymond, qui est mystérieusement détourné vers Tarse. Là sur le quai l'attend un chevalier normand du nom de Bernard l'Étranger, qui l'arrête, sans que la petite garde rapprochée du comte ne puisse s'y opposer, qui l'arrête, au nom de la chrétienté, pour avoir trahi celle-ci en fuyant à Mertiphone. Désarmez-le! Je t'arrête! Mais ça, c'est une autre histoire, que je vous raconterai plus tard, parce que j'aime bien vous titiller comme ça. Bref, en attendant, énorme échec que ces croisades de renfort. Les relations latino-byzantines sont au plus bas, les Turcs sont en pleine bourre pour la première fois depuis 5 piges, et la route vers la Syrie est définitivement bloquée, ayant prouvé dans le sang qu'elle ne pouvait être prise qu'avec une énorme armée. Ou un sacré coup de bol. Et ouais, comme le dit Michel Ballard, l'échec retentissant de la croisade de 1101 souligne par contraste le caractère miraculeux des succès obtenus en 1097-1099. Comme quoi, Deus vult, d'accord, mais enfin, quand Deus vult pas, ça se passe pas bien, hein. Pire encore, les États latins d'Orient, eux, au lieu de recevoir des renforts indispensables, vont accueillir à la place une poignée de survivants, qu'Ibn al-Athir estime à 3000 hommes, ce qui double quand même les effectifs de Jérusalem, hein, c'est pas non plus rien, hein, mais bon, quand même, par rapport à tous ceux qui sont partis, c'est peu. Bref, une poignée d'hommes dirigée par une tripotée de chefs ambitieux et en rivalité perpétuelle. Sauf que ce genre de chefs, il y en a déjà un bon paquet sur place qui sont déjà bien occupés à foutre la merde. Alors c'était peut-être pas la peine d'en ramener d'autres. Voilà. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Bon, ben moi je m'en vais. Voilà, vous avez gagné la fève. Non, je suis désolé, je vois pas d'autre solution. Je vous rappelle que vous vivez ensemble. Vous pourriez pas vous friter quand on n'est pas là? Ça fait à peine 5 minutes. Est-ce que quand vous êtes pas là, vous croyez qu'on se récite des poèmes? Est-ce que ça nous concerne, ça? On vient pas ici pour vous regarder vous envoyer des fions. Je tiens à vous prévenir que le voyage a été particulièrement pénible et il va pas en falloir beaucoup pour que ça pète. Non mais calmez-vous parce que ça va mal se mettre, hein? Non mais j'ai raison, quoi. Moi, je le vois plus souvent, j'ai plus l'habitude. Au bout d'un moment, on prend le coup. Mais finalement d'ailleurs, à combien peut-on estimer ces renforts? Certains chroniqueurs vont jusqu'à 2 à 300 000 pélos, ce qui, même en comptant la foule des non-combattants, me semble un chouïa excessif, et ressemble assez d'ailleurs aux chiffres toujours monstrueux donnés par les chroniqueurs des croisades à une époque où on n'a jamais vu de foule pareille. Comparativement, l'expédition anglaise de Guillaume le Conquérant 30 ans avant la première croisade est estimée à 15 000 combattants, soit 4 à 8 fois moins que les estimations de la première croisade. Les estimations modernes. Bon, qui prennent aussi en compte les non-combattants pour le coup. Donc, si l'on considère pas déconnant que le premier convoi fasse grand max 50 000 pélos, selon Guillaume de Tyr, le second 15 000 et le troisième 50 à 60 000, en comptant large, encore une fois d'ailleurs en comptant tous les non-combattants, qui je rappelle sont nombreux, bien il n'est pas absurde d'envisager que le total puisse se situer autour des 100 000 personnes, voire plus. C'est donc dingue de se dire que ces croisades de renfort sont tombées dans l'oubli, alors même qu'elles sont numériquement aussi fortes que la première croisade, qui a été estimée à 60-100 000 croisés au moment du franchissement du Bosphore. Ce qui renforce d'ailleurs encore une fois le sentiment que celle-ci a eu un bol incroyable. Comme le dit très bien Joshua Prawer,
Ces nouvelles croisades ne furent pas numériquement inférieures à la première, mais leur échec les priva de la gloire et de la renommée qu'avait obtenue celle-ci. Si le sujet vous intéresse d'ailleurs, l'éminent Jean Flory a consacré un chapitre de son Pierre l'Ermite et la première croisade à ce sujet. Enfin, surtout aux effectifs de la première croisade, parce que bon, les croisades de secours, c'est moins son trip. Il y a écrit première croisade, bref. Il y donne ses propres estimations, son analyse des chiffres exagérés des chroniqueurs, en évoquant par exemple aussi tout ce que ça peut avoir de symbolique, biblique notamment dans ces chiffres, mais rappelle aussi, et je trouve ça très intéressant, qu'aujourd'hui encore, avec beaucoup plus de moyens et d'instructions mathématiques, on n'arrive toujours pas à estimer correctement une manif. Donc qu'il faudrait peut-être arrêter le tir avec les bouseux médiévaux qui sont pas foutus de savoir compter. C'est exceptionnel de savoir compter? Attendez, vous foutez de moi? Je vous ai toujours dit, ce que vous faites avec les chiffres, même moi j'arrive pas à le faire. Bref, pour en revenir à nos moutons, avec l'échec de ces croisades de renfort, on commence donc vraiment à voir s'esquisser ce que sera le quotidien des États latins d'Orient jusqu'à leur fin. Ils seront maintenus par un petit nombre, compensant leur infériorité numérique par une prodigieuse maîtrise de l'architecture militaire, une supériorité au corps à corps grâce à leur cavalerie lourde, et une exploitation très adroite de la désunion du monde musulman. Et du désintérêt de celui-ci pour la côte méditerranéenne d'ailleurs. Oui, parce que les Francs ils s'implantent sur la côte, tandis que le monde musulman se sent plus concerné par l'intérieur, donc Damas, Alep, etc. Autre conséquence, puisque la route terrestre est bloquée, cela signifie que la seule qui soit encore disponible est la voie maritime. Comme le dit Brouwer, les croisés ne pouvaient plus attendre d'aide que par la mer, et les bateaux du temps n'étaient en mesure de transporter que des effectifs limités, incapables de modifier le rapport des forces, sinon au prix d'un immense effort. Et je rajouterais, immense effort et beaucoup de thunes, beaucoup. Et Dieu sait que quand on n'aura pas assez de thunes pour payer les 10 bateaux, ça tournera vite à la catastrophe comme le sac de Constantinople de 1204. Une sorte de grosse bavure quand même. T'aurais vu la gueule de la bavure, hein? Moi ça m'a pas donné envie de baver, hein? En revanche, on peut imaginer que certains sont ravis de ce désastre, outre les Turcs évidemment. Par exemple, les Pisans, les Génois et les Vénitiens, déjà, qui vont s'en foutre mais alors plein les fouilles, avec précisément le monopole des voies maritimes, et qui en plus leur permettra d'étendre leur influence. Ce qui aboutira aussi à des catastrophes, puisqu'en soi, on peut imputer en partie à leur rivalité la déchéance des maigres restes des États latins d'Orient au XIIIe siècle. Une partie des principautés arméniennes se réjouit également, voyant avec cette fermeture de la route terrestre d'Asie mineure l'impossibilité pour les Byzantins de venir les faire chier pour les remettre sous leur joug. Tout en flippant dans le même temps parce que ça signifie aussi que les Danishmendides de Gumuştekin, les Seljoukides de Kilic ou ceux de Ridwan ou ceux de Mossoul, eh bien ils vont désormais pouvoir leur passer dessus sans que personne ou presque puisse les aider. Oui bon on peut pas tout avoir non plus, hein. On fait pas le malin maintenant! On fait pas le malin! Et évidemment les Normands d'Antioche, alors régis par Tancrède en attendant Bohémond, qui sont donc ravis de voir cette même impossibilité byzantine de venir réclamer Antioche et ses alentours. Tancrède en profite d'ailleurs carrément pour remettre la main sur la Cilicie en toute impunité, ce qui explique d'ailleurs la présence de Bernard l'Étranger, son chevalier, à Tarse. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, Tancrède va aussi pouvoir réfléchir tranquillement au profit qu'il va pouvoir tirer d'avoir enfin à sa merci l'allié des Byzantins et rival syrien des Normands d'Antioche, Raymond. Ah, Raymond, personnage mystérieux et longtemps décrié, à plus d'un titre d'ailleurs, même si j'espère aujourd'hui avoir réussi à titiller un petit peu par quelques remarques votre curiosité quant à ce personnage qu'on a finalement assez peu évoqué comparé à d'autres, et qu'on a sans doute parfois assez mal évoqué surtout. Car, mes chers camarades, j'ai ces derniers temps réussi à dénicher, avec l'aide de quelques comparses, notamment Clément Juarez que je remercie encore de Saga Film, eh bien j'ai réussi à dénicher 2-3 bouquins poussiéreux qui m'ont fait découvrir une certaine complexité de Raymond et de son rôle politique que je ne soupçonnais pas. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, tout comme les merveilles que nous réservent encore les péripéties de Baudouin, de Tancrède et de Bohémond, qui vont donc désormais devoir se démerder tout seuls, puisque les renforts ont sacrément merdé. Oh putain, j'ai pas fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, même si elle était peut-être un peu plus... C'était un peu une sorte d'épisode filler finalement, puisque du suspense, mais c'est pas ce avec quoi je voulais finir la première croisade, hein. Encore une fois, je veux finir avec Raymond, qui sera donc je pense la vidéo de novembre. En tout cas j'ai toutes les notes pour ça, même si j'attends encore un bouquin ou deux pour bien tout comparer. Donc Raymond, mais aussi évidemment Baudouin, même si Baudouin ça va être long, Tancrède et évidemment Bohémond. Donc bref, on n'a pas encore fini avec la première croisade, ça va être une année très très croisade, hein, je le répète, même si j'ai d'autres sujets en tête qui peuvent être sympas et peut-être plus faciles à traiter.
Donc voilà, la prochaine vidéo sera donc sur Raymond de Saint-Gilles et sa participation à la première croisade, un petit peu rétrospectivement, mais enfin pas de façon très détaillée, plus encore une fois donc l'analyse de son rôle politique au sein de celle-ci, donc sur lequel j'ai un peu revu mon analyse, mais aussi évidemment la fondation de son comté de Tripoli. Du reste, merci encore à vous tous, vous êtes merveilleux. Portez-vous bien en ce début d'hiver, parce que j'ai l'impression qu'on a sauté l'automne. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Ciao.